On voulait que Marseille soit un endroit où les gens viennent. Quand il y a eu 2013 Capitale européenne de la culture, on a senti un vrai changement. Il s'est passé plein de trucs. C'est l'année où on a fait la plus belle collection, sans doute un de nos meilleurs chiffres. On était comme des fous. On sortait une compilation de musique qui venait avec chaque collection. On créait complètement l'univers. Un clip vidéo qu'on faisait faire par des mecs, les mecs du moment. La musique fait par tel mec, le clip fait par tel mec. C'est-à-dire d'arriver en disant « Je suis à Marseille. » Ah bon? Ah mais attends, mais j'ai trop envie de venir. Moi à l'époque, on me disait pas « J'ai trop envie de venir. » Ah ouais. Pourtant, quand on y est, on est pas mal. Quand on y est, on est super bien. Mais ça, on veut pas trop le dire non plus. Ah bah voilà, c'est ça dans le le foot truc. alors, les C'est Marseillais ça aussi. le truc, c'est que si tu le dis trop, les mecs ils viennent. Ouais. Et du coup, après, tu en as marre, des valises à roulettes partout et tout, c'est chiant. Hello Mathieu. Salut. Écoute, bienvenue à Bella Pizza, une pizzeria de plus en plus culte à Marseille. On est très très content de t'avoir pour cet épisode un peu particulier de À table, où on vient découvrir le monde de l'entrepreneuriat à Marseille de façon très élargie. Merci d'être là. Bah, merci à vous de m'inviter. Avec grand Super, plaisir. Ravi. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ça va être long. Donc Mathieu Gamet, j'ai 49 ans, j'ai passé à peu près 20 ans de ma vie dans l'industrie textile et marketing, j'ai envie de dire. J'ai une maîtrise de droit, je suis parti faire mes armes à Londres pendant 4 ans. J'ai travaillé pour une maison d'édition dans les sports de glisse. Et de ça, je suis rentré à Marseille, j'ai été directeur export de la marque Volcom, qui est devenue une très très grosse marque de sport de glisse. Et dans la foulée, quand l'aventure avec Volcom s'est arrêtée, on a eu la possibilité de racheter une marque qui existait, une marque marseillaise qui s'appelle Culte. Quand je dis on a eu la possibilité parce qu'on a fait ça en famille. Et donc ça s'est passé en 2006, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et à partir de là, on a monté cette aventure culte. Enfin, en tout cas, on a continué à vivre cette aventure culte qui avait été lancée par deux Marseillais. Et on a pu vivre de très 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 belles années. Tu vas nous raconter ça. Jusqu'à un moment où ça s'est pas fini comme on aurait peut-être voulu, mais tu vas nous raconter aussi. Ouais, tout à fait. Mais c'était génial. Et aujourd'hui, j'ai complètement switché et ça c'est vraiment la reconversion comme on peut le dire. Et je fais de l'éducation alimentaire pour les enfants dans les quartiers nord de Marseille. Incroyable. Voilà, changement de vie. Ouais. Et il y a quand même des chapitres très très différents. Si je reviens sur le début, tu as une licence de droit. Ensuite, une maîtrise de droit. Ensuite, tu pars dans à Londres. Plutôt la partie à Londres, mais tu fais plutôt du média. Et ensuite, finalement, tu pars sur quelque chose d'encore différent qui est les vêtements. C'est quoi le fil conducteur qui t'arrive jusqu'aux vêtements? Parce que tu as quand même, t'as l'air d'avoir un profil assez... Fil conducteur, c'est le monde créatif, en fait. Quand je suis rentré dans ce magazine à Londres, en fait, moi, je pensais que j'allais devenir avocat. Donc, en arrivant à Londres, j'ai plutôt envoyé des CV dans des cabinets d'avocats. Et puis, il y avait un salon de sport de glisse. C'était ma copine qui me dit « Viens, on va voir, ça va te plaire, ils font du snowboard et tout. » Et on arrive, et là, il y avait des mecs qui lançaient un magazine. Donc, je vais voir le stand. Je vois qu'ils veulent traduire le magazine en 3 ou 4 langues, dont le français. Et ben je me dis voilà, j'ai tenté ma chance quoi. Je dis ouais, moi je veux bien vous aider, on va pouvoir traduire le magazine. En fait, je parlais anglais comme une chèvre. C'est vraiment c'était vraiment pas le moment de traduire quoi que ce soit, mais bon. Puis il y avait pas Google, puis il y avait pas d'intelligence artificielle pour traduire. Bon. Et comme eux parlaient pas français, en fait, ça a marché. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et il se trouve que déjà à l'époque, mon oncle était dans les sports de glisse. Il a travaillé pour plein de marques. Il avait déjà pris la licence Rusty à l'époque, qui était une énorme marque américaine. Il a développé la licence Fanatic, qui était une marque de planche à voile. Et donc, dans mes jobs d'été, j'avais déjà pas mal de fois travaillé dans les stocks. Et donc, sur mon CV, pour aller voir ce magazine, j'ai un peu triché en disant oui, bien sûr, Rusty, Fanatic. Et le mec qui avait le magazine s'est dit ah bah tiens, ça peut aussi nous aider pour aller chercher peut-être des annonceurs. Voilà, en France, puisqu'il traduisait en français. Donc voilà, et le truc a commencé comme ça. Finalement, je me suis plutôt retrouvé sur la partie créative du magazine à devenir alors ce qu'ils appelaient sales marketing, c'est-à-dire que je m'occupais un peu de faire venir des clients dans le magazine, mais c'est moi qui représentais le magazine à l'étranger. Donc je partais sur tous les salons.
Génial. Et je portais le flambeau du magazine et sur tous les grands salons de l'époque, comme le Gliss Expo, ISPO en Allemagne, Ok. le Bread and Butter qui démarrait. Et Comme expérience en tant que jeune, tu devais te régaler. c'était génial. Je Ouais. me retrouve là-dedans à voyager, c'était la folie. Incroyable. Et de là, de fil en aiguille. Donc j'ai aussi eu ma carte de photojournaliste parce qu'en fait j'étais plutôt intéressé par la partie créative. Donc Ouais. je faisais beaucoup de photos pour le magazine. J'écrivais quelques articles, mais j'ai toujours écrit comme une chèvre, donc ça a jamais vraiment marché. Et donc du coup, au bout d'un moment, sur un des salons, c'est un des copains de mon oncle qui s'occupait de la marque DVS. Je sais pas si ça te parle, une marque américaine de basket. Ok. Qui me dit tiens, on aimerait bien que tu viennes faire des trucs pour nous, que tu t'occupes un peu de l'Europe. Voilà, que tu viennes nous aider à développer le projet. J'ai refusé. Et mon oncle est revenu derrière en me disant je viens de récupérer la marque Volcom. J'ai besoin de développer ça à l'export. Est-ce que maintenant que ça fait 4 ans que tu es en Angleterre, tu es bilingue, est-ce que ça te tente quoi? Ok, donc en fait c'est l'expérience d'Angleterre qui te permet d'avoir ce truc un peu international, qui te permet d'avoir. Complètement. Donc déjà là, moi ce que je retiens c'est culot, opportunité. Un peu le culot de dire ok, je suis capable et de flairer un peu l'opportunité. Mais toujours sur des choses qui me plaisent. Peut-être le troisième truc c'est plaisir. Enfin, ouais, c'est un truc qui t'intéresse. Je peux pas avancer sans plaisir, c'est absolument impossible. Ça c'est vraiment quelque chose sans plaisir et sans le groupe. Il se trouve que dans le magazine il y a eu un groupe avec qui je me suis très bien entendu et le rédacteur en chef du magazine était encore chez moi l'été dernier, si tu veux. Ok. Donc vraie relation. Voilà, on parle là, on est dans les années 2000 quoi. Donc ça, tu vois, ça fait longtemps. Et que ce soit Volcom ou Cult, ça a toujours été une histoire d'équipe et de gens qu'on a rencontrés avec qui on a tissé des liens complètement dingues. Enfin, ça a été des années absolument exceptionnelles à chaque niveau. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment pas de prix. Je pense dans une entreprise. Ouais, c'est sûr. Pour moi en tout cas, peut-être des gens qui s'en foutent, mais alors moi c'est primordial. Ouais, t'as peut-être deux types de personnes, mais c'est vrai que les gens qu'on peut venir à table, souvent ils nous font passer ce message-là et tu vois bien le truc quoi. Ouais, quand tu as un bon associé ou de bons associés, tu te lèves le matin, tu es content d'aller les voir, tu rigoles avec eux. Ouais. Quand il y a un problème, tu arrives presque à en rigoler, tu trouves une solution. Voilà. Et quand il y a de mauvais associés, ça m'est déjà arrivé aussi, c'est juste insupportable et tu as la boule au ventre tout le temps et tu peux plus rien faire en fait, tu es figé. Ouais, donc et justement, donc, en cette aventure humaine, t'arrives jusqu'à Volcom. Volcom, tu restes combien de temps? Volcom, je suis rentré en France en 2003, je crois, ou 2004, je sais plus. Et Volcom, j'ai dû faire 3-4 ans, le temps que ça se termine. En fait, c'était une licence de 5 ans, renouvelable. Donc l'histoire Volcom a duré 10 ans. Donc on avait la licence européenne pour Volcom, on gérait 26 pays en Europe. Donc à ce moment-là, beaucoup de voyages avec Volcom, hyper intéressant, énormément de rencontres. Et là les Américains, ils arrivent à un stade où nous on faisait à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec Volcom. Donc on avait quand même ce qui est énorme. On a 50 employés, on commençait à avoir une très belle machine. Et là les mecs sont pas cons, ils se disent attends, nous on prend des royalties. Et eux ils s'éclatent. Bon, on va reprendre le bébé. Voilà. Et ils ont racheté, ils ont racheté leur licence, qui était normal, hein, c'est un truc classique. Sauf que ce qu'on savait pas, c'est qu'ils rentraient en bourse. Bon, on n'a pas très bien négocié notre sortie de ce truc-là, mais bon, ça va. 30 millions pour 50 personnes, c'est énorme, non? Ah, c'était bien. Mais Volcom, c'est monstrueux. Hein. Je veux dire, après, ça a été racheté par le groupe Pinot. Enfin, je veux dire, c'est vraiment devenu quelque chose c'est une énorme marque. Quicksilver, Rip Curl, enfin tout ça, Volcom, ils sont tous dans le même pôle aujourd'hui. Donc, non, c'était une très belle aventure. Énorme. Et on sort de Volcom. Et là, on sort de Volcom, donc on a un peu d'argent. Et on a deux solutions qui s'offrent à nous. C'est soit on crée une marque, mais en fait, aucun de nous n'est prêt à créer une marque. Et on est tellement à ce moment-là imbibé de Volcom. C'est-à-dire que c'était une marque avec une forte image marketing. On se dit, ok, si on crée une marque, on va essayer de refaire pareil. Donc ça marche pas. Et c'est là où le truc est assez rigolo, c'est que à l'époque du magazine à Londres, sur un des salons, le Who's Next, je rencontre des Marseillais, parce que je suis Marseillais, qui ont créé cette marque culte et qui sont sur leur stand. Et les mecs, moi, fan de culte, j'étais déjà fan de culte, je vais les voir, on rigole, on sympathise, c'est super. Et je leur propose une page de pub dans le magazine contre des fringues. Ok. Génial, tu vois. Et on se retrouve tous à Londres habillés en culte.
Voilà, et ça s'arrête là. Le truc commence comme ça. Ça, avant même Volcom, etc. Voilà, je suis à Londres. Ok. Volcom se termine, il faut qu'on fasse un truc. On ne veut pas créer une marque et on se met en chasse de marques qui seraient peut-être, voilà, qui vont pas trop bien, ou qui ont envie de vendre, ou qui ont une ADN qui nous correspond. Et on tombe sur eux. Et là, on se reparle. Connect the dot un peu, tu dis. Et à ce moment-là, les gars, tac, eux, c'était un moment où sans doute ça devait marcher un peu moins. En tout cas, ils voulaient s'arrêter. Bah, tu sais, le problème du textile, c'est que autant quand ça marche, ça marche. Parce que tes collections, les gens adorent et tout. Et quand tu te loupes sur une collecte et puis peut-être 2 collectes, ce qui peut arriver, hein, la créativité, c'est compliqué de plaire à tout le monde. Ça peut faire de gros dommages. Ouais, je comprends le. Et je pense qu'on est arrivé à ce moment-là. On a dû arriver à un moment où eux, en tout cas, n'avaient plus spécialement envie de continuer. On leur a fait une offre, ils ont accepté. Il y en a un des 2 qui s'est barré, l'autre est resté en tant que directeur artistique, le temps de faire la passation de flambeau et tout. Okay. Et donc on est passé, alors, par contre, d'une méga structure à une structure toute petite, mais avec des méga moyens. Et alors les moyens, c'est l'argent que vous aviez un petit peu de poste. Et puis on a gardé à peu près une douzaine d'employés de Volcom. Okay. Et c'est là où c'était un petit peu démesuré, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec des façons de faire, des mécanismes qui étaient des mécanismes de grosses boîtes sur une toute petite entreprise qui produisait pas beaucoup. Et on a commencé à se faire des bread and butter, des salons, à faire des stands monstrueux. Le bread and butter, c'est un énorme salon qui se passait à Barcelone, d'abord à Berlin, et à Barcelone. Et toutes les marques étaient présentes sur ces salons. C'était vraiment les salons. Tu avais le Who's Next en France et le bread and butter qui était le truc pour l'international. Et après, tu en as d'autres, le Project à New York, voilà. Et donc, on a commencé à faire tous les salons, à faire comme si on avait Volcom, mais avec une marque en fait qui vendait rien. Et ça crée des décalages un peu ça a créé des décalages monstrueux, mais on a mis un peu de temps à s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'on a développé la boîte comme des enfants gâtés. Ok. Voilà. Et ça crée quoi comme problème? Les problèmes que ça crée, c'est que tu dépenses beaucoup trop de ronds par rapport aux revenus que tu génères. Tout simplement. Donc, quand on allait faire un salon comme le Project à New York ou à Barcelone, ces salons, ils te coûtent une blinde. Il faut créer un stand, donc tu fais venir des architectes, des trucs, des designers. Donc, tu fais ton stand, tu fais les voyages, tu emmènes 12 personnes là-bas, les hôtels, les trucs. Et tu sors de là, alors carnet de commandes, on a fait 2000 € là. Je déconne, mais tu fais, il y a un problème. Mais au début, pas grave. C'est pas grave, on verra. Et la collecte a été pas belle, on fera mieux. On a réussi à rectifier le tir. On a embauché José Lamali, qui était notre styliste homme. Enfin, on a fait tellement de trucs là, je vais avoir du mal. Enfin bon, vraiment ce qui a changé les choses, c'est l'embauche de José Lamali, qui ensuite a développé avec 2 autres mecs la marque Études, qui aujourd'hui fait l'ADA de la marque Aigle. Donc bon, et le mec nous a aidé à amener la marque à un autre niveau, mais un autre niveau qui finalement était presque trop par rapport à Cult. C'est-à-dire qu'on a commencé à en faire une marque un peu hippie chic, pas hippie chic, préppy, voilà. Préppy. Ouais, c'est vraiment un peu à l'anglaise. Plus de logo, des matières incroyables. On sortait des barbours, mais vraiment, et on a dépensé encore plus d'argent sur des matières dingues. Et là, on a perdu notre public. Donc, on a eu plein de phases, mais en même temps, on a fait les plus belles collections qu'on a jamais fait. On avait des collections qui étaient dingues, qui étaient exceptionnelles. Et comme on voulait absolument en plus le mettre en avant, et ça, moi, c'est là où moi j'intervenais le plus, c'est qu'on s'est dit, ok, on peut pas être une marque normale qui fait que du textile. Il faut qu'on véhicule quelque chose que personne d'autre ne fait. Donc, on a commencé à développer, je venais du monde de l'édition, un magazine. Donc, à chaque collection, on sortait un magazine à 10 000 exemplaires, mais un vrai magazine. C'est-à-dire qu'on y passait des nuits dessus, avec des interviews, avec des photographes, donc qui était imprimé, machin. On sortait une compilation de musique qui venait avec chaque collection. On créait complètement l'univers. Un clip vidéo qu'on faisait faire par des mecs, les mecs du moment, la musique fait par tel mec, le clip fait par tel mec. Avec du recul, niveau business pur, de façon très froid, tu penses que ces choses-là, elles ont eu un impact sur le développement de la marque? Parce que on peut se dire, tiens, c'est un peu pour se faire plaisir, ça sert pas à grand-chose. Avec du recul, là, tu dis, est-ce que ça a eu un impact L'impact que ça a eu, c'est qu'aujourd'hui, si je suis assis à cette table et que vous avez envie de parler de cette marque, c'est à cause de tout ça. Mais c'est pas spécialement à cause
de la vente dingue de t-shirts et de casquettes et de pulls et de pantalons. On en a vendu, hein. Mais c'est pas ce qui va rester de culte. C'est-à-dire que les gens vont se rappeler de culte, les événements. À chaque fois, je crois que quelqu'un, les événements que vous faisiez à Marseille, c'est complètement dingue. Le café culte, donc le mag. Enfin, on a fait je sais pas combien on a fait de soirées, de partenariats avec les transmusicales de Rennes, avec. Dès qu'il se passait un truc, en fait, ça passait par nous. C'était une sorte de mafia du textile qui était toujours là. Mais c'est marrant parce que je te disais un peu en off, en préparant l'épisode, on en parlait un peu à des copains, nous on a une trentaine d'années, et notamment les Marseillais. Ils connaissent tous Culte. Ils ont été bercés par Culte. Et d'ailleurs, certains ils nous disaient, je ne savais même pas que c'était marseillais. Pour moi, c'était une grande marque qui venait des États-Unis et autres. Donc finalement, tout ce dont tu parles sur le branding, ça a permis de créer aussi cette culture culte. Et donc la réponse à ma question, j'ai l'impression que c'est oui. C'est qu'en fait, tous ces petits trucs, peut-être pas liés au business, en fait, ils ont permis sur le long terme de créer une image géniale, quoi. Complètement. Alors après, je veux pas non plus dénigrer le travail qui a été fait d'un point de vue, notamment d'un point de vue graphique. Parce qu'en fait, marque Culte, au début, ça a été une marque connue pour son graphisme. Et c'est un graphisme qui a été développé par 2-3 mecs qui sont toujours en action aujourd'hui, hein, qui ont développé même d'autres projets, dont une marque marseillaise qui s'appelle Johnson Island. Le graphiste et un des propriétaires de Johnson Island, c'était un des graphistes originels de Culte. Et toute cette imagerie très américaine, très années 80, avec les meufs avec les boobs dehors, machin et tout, ça, c'est ces mecs-là qui ont créé ça. Et c'est une image dont on a eu beaucoup de mal à se dégager. Quand José a tout transformé, les gens nous demandaient de revenir sur cette image-là. Donc du coup, on a été obligé de réintégrer cette image-là. Donc pour les 20 ans de Culte, on a créé des packages je crois que ça s'appelait déjà Culte ou je sais pas quoi. C'est qu'on a réimprimé tous les premiers modèles. Ah ouais. Ouais. Et les mecs qui ont racheté la marque aujourd'hui, en fait, continuent à faire ça. Et tu as tout le temps, de temps en temps, je regarde un peu ce qu'ils font et je me dis, tiens, ils ressortent encore un modèle, comme si c'était un peu la valeur sûre sur laquelle on pouvait compter parce que ça avait marqué les esprits. Donc graphiquement, ça a été une marque qui a quand même marqué les esprits. Ouais, puis tu disais que c'est pas le textile qui a fait le plus la résonance de la marque au final, mais vous êtes quand même arrivé sur des chiffres importants. Vous avez jusqu'à 30 boutiques, une à Athènes, donc il y a quand même un moment on n'a pas eu 30 boutiques. On a eu, en tout, on a dû avoir une quinzaine de boutiques en nom propre. Et alors, si tu veux arriver c'est peut-être trop tôt, mais à la fin de Culte, c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait, on est parti dans un métier qui n'était pas le nôtre. Le métier de détaillant. C'est que l'industrie textile était en train de se transformer, la fast fashion était en train d'arriver, et nous on était là avec nos 2 collections par an. On s'est dit putain, 2 collections par an, mais ça prenait tellement de temps entre le moment où on présentait la collecte, où on livrait, alors qu'on voyait des marques qui arrivaient, qui livraient, qu'on a dit ok, on va transformer le système. En fait, on va se lancer dans la fast fashion. Mais pour nous, c'était genre l'ultra cool. La fast fashion, c'était un truc de dingue. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est le mot à pas dire. Ah non, mais alors que nous, on disait, on est une marque, on le mettait dans tous nos communiqués. C'est fou comme on ça se lance dans la fast fashion. Et l'idée, c'était de dire, on va vous présenter des produits que vous aurez, allez, 1 mois et demi après dans vos boutiques. Les mecs, ils hallucinaient, ils disaient quoi? C'est pas possible, si on va le faire. Donc on a tout changé, on est parti au Portugal, on s'est dit on transforme tout. Donc ça, voilà, premier move. Mais qui nous a coûté quand même très très cher ce move parce que tu es tout le temps en train de produire. Dans tout ce que tu racontes, j'ai l'impression que vous regardiez un peu les chiffres après. C'est d'abord, venez, on fonce, on à regarde. Chaque fois. Et pour les boutiques, on a fait pareil, c'est-à-dire qu'on a dit ok, vu qu'on va produire vachement plus de trucs tout le temps, il faut qu'on puisse les distribuer. Et comme les détaillants sont pas prêts, en fait, on va juste ouvrir nos propres boutiques. Mais oui, c'est la solution. Donc on en fait 1, 2, 3, 4, 5, super. Des spots incroyables dans le Marais à Paris, à Bordeaux, on a fait des boutiques de dingue. Donc là, à ce moment-là, la marque, elle explose quand même. Ça 15 boutiques en France, c'est quoi? C'est une grosse marque quand même. La marque, elle explose pas vraiment, mais en notoriété, elle explose. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'on est comme ça. C'est marrant. Et on faisait même pas 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois. Donc c'est vraiment le branding. Mais justement, alors tu en as un peu parlé, mais moi, ça, j'avais envie de passer un peu de temps, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer une image de marque aussi puissante? C'est juste, c'est un énorme travail d'équipe où on était tous, je crois, créativement parlant, plus passionnés parce qu'on pouvait justement générer en termes d'image qu'en termes de chiffres. Ça a été un focus un peu. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le meilleur exemple, je pense, ça a été le Café Culte.
À un moment donné, je me rends compte que quand même, il y a toutes ces émissions comme Top Chef qui en était à sa 2e saison, ça cartonne et tout. Alors, j'ai changé de vie aujourd'hui, je suis plutôt dans la cuisine, et j'étais déjà passionné un peu par ça. Et je vois qu'il y a un mec qui est à Martigues, à côté, là, et qui est semi-finaliste du truc. Je me dis, bon, putain, c'est con, on pourrait faire un lieu. Non, et après un voyage au Brésil, où je rentre dans un magasin, ma meuf achète des trucs, je me fais chier comme un rat, j'ai pas eu tombé dans cette boutique, et le mec arrive, il me dit, mais tu veux un café? Je dis, ouais. Je m'assois, il me dit, mais tu veux manger un petit truc? Je mets quoi? Il me dit, ah, on fait des. Je suis assis, on m'amène un café, je bouffe un truc. La boutique. Dans la boutique. Ouais. Et il me met une petite table comme ça, bon son et tout. Et je me dis, putain, mais quand même, on ferait ça serait génial. On aurait un lieu où il y aurait la bouffe, pour ceux qui n'ont pas envie les fringues, les mecs habillés en culte et tout. Donc, voilà. Donc je contacte le mec, Fabien Morales. On s'entend sur le truc. À l'époque, on négocie au Doc, qui est aujourd'hui devenu un énorme galerie commerciale, et ils étaient en travaux. On négocie un lieu pour vraiment pas grand-chose. Et eux, ils sont contents parce que ça leur fait un peu une tête de gondole, quoi. Ça commence et tout. Et on ouvre le café culte. Et là, il y avait une partie boutique, une partie café. On commence à designer tous les tabliers. Du coup, les restos qui nous disent, ah, mais ils sont beaux vos tabliers. Donc, on commence à produire les tabliers pour plein de restos. Et on se lance un peu là-dedans parce qu'on s'est aperçu aussi que le merchandising pour les soirées, pour les événements, c'était un truc de fou. Et ça ne nous coûtait pas très cher, tu vois, de faire 100 t-shirts pour les transmusicales de Rennes. Bon, voilà. Et par contre, tout le monde portait t-shirt. Par exemple, pendant 6 ans, j'ai travaillé avec un mec qui s'appelle Nicolas Grasset, qui était, lui, il sortait de chez BMG à Paris. Donc, il bossait, tu vois, dans la musique. Et il avait un très beau carnet d'adresses dans la musique. Et on est parti sur cette idée, je dis on, mais c'est peut-être son idée d'ailleurs, je sais plus, on va accompagner tous les festivals, toutes les sorties de petits groupes un peu sympas avec du merchandising. Le merchandising, tout le monde en voulait. Donc tu vois, c'est facile, le mec qui sort un album, il veut 2-3 t-shirts. Et là, on s'est dit, si les t-shirts, c'est des t-shirts cultes, en fait, on va tout de suite rentrer dans un réseau où personne ne peut aller. Et ça a été un carton. Mais un carton. On en a fait mais des milliers. Et puis en termes d'image, derrière, si le groupe il fonctionne bien, tu peux pas imaginer le nombre de collaborations qu'on a. Je pourrais même pas les lister tellement. T'as de droits noms de groupes un peu cool qui ont. Mais The Strokes, mais on est parti, on a fait des trucs avec Garnier, on a fait des gros milliers de trucs, et beaucoup de petits trucs aussi. Et d'ailleurs, c'était ces petits groupes qu'on mettait sur nos compiles. Parce que Nico était un peu dénicheur enfin, il avait plein de copains qui savaient ce qui allait sortir. Et on proposait à ces groupes de mettre un titre sur notre compile qu'on allait diffuser à 2 ou 3 000 exemplaires, tu vois. Ou c'était un peu moins que ça, c'était 1000 exemplaires. Sortiez des compiles. Des compiles à chaque saison qu'on filait à tous nos magasins. C'est-à-dire qu'ils recevaient la collecte, ils avaient la compile pour mettre du son dans la boutique. Alors, je te parle d'une époque où on filait des CD, quoi. Aujourd'hui, ça serait un peu plus compliqué. Mais du coup, tu as vraiment créé tout un univers. Un univers. De A à Z. Le mec qui sort son nouveau son, il a le culte. Dans les boutiques derrière, ils ont le son. Et il y a vraiment un truc. En tout cas, il y avait un lien. Tout faisait du sens. Rien n'est au hasard, quoi. Sauf peut-être le textile. Ah, c'est marrant. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, on s'est aperçu, et maintenant avec le recul, je me suis aperçu que la chose qui nous animait le moins, alors à part les 2 stylistes, c'était peut-être le textile. Alors le graphisme, ça nous faisait surkiffer. Non mais c'est quand même fou. Mais c'était ça. Mais en fait là aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça. On n'était pas. Moi en fait, je venais pas du textile. J'ai toujours j'ai toujours adoré la partie artistique des choses. Mais le textile, en fait, je crois que je m'en fous complètement. Et c'est de pire en pire en vieillissant. Et c'est ce qui fait que je suis complètement sorti de ça, que j'ai complètement tourné la page en me disant, à un moment donné, je suis dans l'industrie. La 2e industrie la plus polluante du monde, il faut que je me casse de là, quoi. Moi, le mot qui revient quand je réfléchis un peu à ce que tu dis, c'est vraiment la culture. En fait, que ça soit ce que tu as fait derrière à la maison de la mode méditerranéenne, je l'ai peut-être écorché. Non, mais maison de mode méditerranéenne, Ce que tu as fait, ce que tu fais maintenant, tu vas nous en parler. Et de la façon dont tu parles de culte, en fait, finalement, c'est la culture. J'ai l'impression, le mot. Transmission de savoir. Si vraiment j'ai un truc, pour moi, c'est vraiment, ça a toujours été ça. J'ai eu un déclic un jour, je me suis retrouvé, je sais plus comment, à l'IUT d'Aix, dans une licence en métier de la mode ou quelque chose comme ça. On me demande d'intervenir pour parler de culte. Et en fait, je me retrouve avec tous les étudiants et là, je me dis, ah ouais, j'ai eu l'impression de faire quelque chose.
Ouais, je me suis dit, Ok. tiens, j'ai Ouais. transmis un truc. De Genre, transmettre, tu t'es ouais. senti fier de le faire. Ouais. Et de là, j'ai intégré le conseil d'administration d'une association qui s'appelait Maison Mode Méditerranée, qui était enfin, qui est toujours, aujourd'hui c'est une fondation, mais qui était une association qui avait pour but d'accompagner tous les talents de la Méditerranée. Donc on allait dénicher les talents en Méditerranée, des jeunes talents, Ok. des futurs cultes. On les accompagne, on les aide à monter leur business plan, tout ça, nana. Et quand ils sont prêts, on les renvoie dans leur pays et ils deviennent l'ambassadeur, si tu veux, de leur propre pays. Ouais. Voilà, les transmissions de savoir. Donc, Et donc Méditerranée dans le sens large, tous les pays. tout le bassin méditerranéen. Ok. Ouais. Et ce truc existe toujours. Hein. On a créé un festival qui s'appelait Open My Med. On a fait le premier défilé de Jacques Mus au Mucem. C'était Ok. nous. Ouais, Enfin, on tu a vois. vu ça. Donc Ouais. on a quand même fait beaucoup de choses. Et tout ça grâce à ma mentor Marilyn Vigourou, qui était la femme d'un des maires de Marseille et qui a créé le musée de la mode à Marseille, qui a créé énormément de choses à Marseille, qui a toujours œuvré pour la mode à Marseille, parce que c'est très méconnu, mais Marseille, ça a toujours été la première ville de mode en France après Paris. Et sauf que personne surfe sur le mot Marseille. Mais la plupart des marques qui nous entourent, enfin beaucoup de marques qui nous entourent aujourd'hui, sont marseillaises. C'est marrant que tu parles de ça, parce que je te disais, donc, Culte, c'était hyper connu par les Marseillais. Moi, quand je parle à mes copains marseillais, ils parlent que de ça. Et aujourd'hui, mais sans nommer Marseille, comme tu l'as dit, et aujourd'hui, venir de Marseille, c'est en train de devenir un bon label. Genre, moi, j'ai des copains qui le mettent dans leur... Comment tu vois l'évolution un peu de la place de Marseille? Il arrive, j'aurais bien aimé que ça arrive au moment où j'étais aux manettes du truc, parce qu'en fait, nous, c'était un peu le projet en fond de toile, c'était ça qu'on cherchait, quoi. On voulait que Marseille soit un endroit où les gens viennent. Quand il y a eu 2013, capitale européenne de la culture, on a senti un vrai changement. Il s'est passé plein de trucs. C'est l'année où on a fait la plus belle collection, sans doute un de nos meilleurs chiffres. On était comme des fous. On avait 2 boutiques ou 3 boutiques à Marseille, le café, on faisait... Attends, pour l'année capitale européenne de la culture, on a décidé on faisait une soirée par mois avec des artistes différents dans notre café. En fait, on a créé un vrai mouvement où il n'y avait pas un mois, où il n'y avait pas une énorme soirée culte, mais en collaboration avec quelqu'un. Ouais. Que ce soit artiste, cuisinier, et dans notre lieu, c'était juste génial. Tu vois, le mot culture que j'ai utilisé, il est peut-être pas si mauvais, parce que non, mais complètement. Plus on avance, complètement. Après, ce qui se passe, c'est que 2013, ça retombe un peu comme un soufflet. Nous, on développe notre réseau de boutiques qui nous coûte trop cher et au lieu de prendre des vendeurs, on prend plutôt des parures de mode et des graphistes. Est-ce que ce qui t'a manqué, c'était un bon DAF? Tu vois, un mec, toi, qui est plutôt idée créative, un mec... Si je dis ça, il me tue, là. Non, c'est pas ça qui nous a manqué. Ce qui nous a manqué, si vraiment j'essaie allez, je me remets à cette période et je me dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'en fait, on n'a jamais voulu faire rentrer, comme on disait à l'époque, le loup dans la bergerie, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu tout faire nous-mêmes. Et on s'est toujours dit, même quand on a ouvert les boutiques, on avait un super directeur commercial qui était très très bon en tant que directeur commercial avec ce qu'on appelait les reps, les commerciaux. Mais quand on a commencé à ouvrir les boutiques, le mec s'est retrouvé en charge des boutiques. Et en fait, ça fait un double métier, c'est encore autre chose. Et je pense qu'en fait, on s'est surchargé de choses et on aurait dû faire appel à des gens dont c'est le métier. C'est-à-dire de nouvelles personnes, faire entrer. Et ça, ça nous a fait, je pense que ça nous a fait peur parce qu'on était c'était tellement famille au sens large. On était entre le styliste, les graphistes, le marketing. On était tellement, mais comme ça, qu'on n'ait pas du tout envie que quelqu'un d'autre vienne s'occuper de nos affaires. Quoi. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu le problème des startups. Je ne sais pas si je peux appeler une startup, mais on est resté à ce stade-là. La startup, en fait, moi je le vois, mais pour être passé par des startups, en fait, la startup, elle se fait par l'humain. Elle se fait par la relation humaine et tout ça dans beaucoup des gens. Sauf que l'étape de scale, de croissance, elle se fait peut-être un peu plus par le process. Et c'est pas facile en fait de switcher la culture pour rajouter maintenant du process. Mais non, mais parce qu'en plus, des mecs viennent t'expliquer comment il faut faire, donc c'est très compliqué. À un moment, on a fait un audit de la boîte parce qu'on sentait que ça commençait un peu à battre de l'aile. Bon, le type, il est arrivé, il a commencé à nous dire bon, ça non, ça c'est pas possible, ça faut changer. Les 4 personnes qui sont là, il faut les virer. Et on s'est regardé, on a dit bah non. En fait, non.
t'inquiète, on va y arriver, quoi. Ouais. Et là, bon, non. Il suffit d'une collection qui marche moins bien et là, tu te dis, oh putain, tu as des stocks, tu sais plus quoi en faire. Et ça peut vite, en fait, ça peut vite passer de l'autre côté. Tu vois comment, toi, l'entrepreneuriat à Marseille, peut-être même comment ça a évolué Bah, c'est un peu difficile de te dire comment je le vois. Ce que je vois, c'est que ça a vraiment là explosé. Alors notamment en termes de tourisme, de restauration, de lieux de sortie. Donc la ville se développe, les événements se développent, c'est plutôt cool. En termes d'entrepreneuriat, il y a toute la partie cinéma qui s'est bien développée. Il y a un nombre de tournages à Marseille, c'est complètement dingue. Alors, parce que c'est vachement moins cher qu'ailleurs, c'est sûr, mais Qu'est-ce qui fait que ça se développe? C'est le prix, du coup? alors le prix, ça y est Ouais. pour beaucoup. La lumière, après, c'est ouais. quand même super de pouvoir venir ici. Il fait beau tout le temps. Ouais. Et c'est sûr que pouvoir louer une maison ou simplement aller te mettre sur les rochers, Ouais. bah, Ça fait- tu vois, ça tu fait fais son des petit belles effet, photos, ça fait son effet, il n'y a pas de problème. Et ça, il y a tous les studios de la Friche là, qui sont développés à mort, donc ça, c'est plutôt sympa. Toutes les Ok. boîtes de prod qui ont développé des trucs ici, c'est très chouette. On voit d'ailleurs, on croise de plus en plus de producteurs à Marseille. Ok. Netflix et autres, enfin, ils sont là, donc ça, c'est plutôt chouette. Alors maintenant, ce qui commence à arriver, qui est génial, c'est qu'il y a le glam un peu de Marseille. Et dans Ouais. le monde entier, alors pour le coup, on a pas mal de copains qui habitent un peu partout dans le monde et tout, et qui te disent tous, c'est dingue, on parle que de Marseille. Ah ouais, Ouais. c'est marrant. Alors là, avec le défilé des croisières de Chanel, la flamme olympique, les JO de voile, c'est super, ça fait un espèce de coup de projecteur sur la ville qui est complètement délirant, quoi. Que nous, on n'a pas connu Ouais. à l'époque de notre développement et qui va sans doute beaucoup aider des gens qui se développent en ce moment, ça c'est certain. C'est-à-dire que d'arriver en disant, je suis à Marseille, ah bon? Ah mais attends, mais j'ai trop envie de venir. Moi à l'époque on me disait pas j'ai trop envie de venir. Ah ouais. Pourtant, quand on y est, on est pas mal. Quand on y est on est super bien, mais ça on veut pas trop le dire non plus. Ah bah voilà, bah c'est c'est ça, dans le le foot truc. alors, les C'est Marseillais ça aussi. le truc, c'est que si tu le dis trop les mecs ils viennent. Ouais. Et du coup après tu en as marre des valises à roulettes partout et tout, c'est chiant. Alors si aujourd'hui on avait culte, qu'est-ce que c'est? Voilà, je sais pas du tout, tu vois. Je me suis posé la question en me disant, Ah putain, ouais. si, en 2024, si j'étais au stade de 2013, comment ça a tellement évolué, les réseaux sociaux et tout, la façon de communiquer, les influenceurs, les intelligences artificielles. En fait, je crois que c'est plutôt pas mal que ce soit arrêté. On était peut-être aussi à la fin, nous, d'un truc. Tu te réinventes. Enfin, moi en tout cas. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est tout. Ça aurait été encore à se réinventer, encore et encore, Ouais. c'est sûr. Et encore. Voilà. Bon, bah, je me suis réinventé autrement. Bah, justement, Mathieu, tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais de l'éducation alimentaire pour les enfants dans les quartiers nord de Marseille. Je travaille, alors toujours dans une histoire de transmission de savoir, parce que c'est Ouais. quelque chose qui maintenant me colle un peu à la peau. J'avance avec une association, une fois de plus, qui s'appelle l'École Comestible, qui a été créée à Paris par Camille Labro, qui est journaliste. Et l'idée, elle est assez simple, c'est qu'on peut changer le monde simplement en changeant notre alimentation. Voilà. Alors on peut trier, on peut faire plein de trucs, on peut arrêter de prendre des avions, tout ce que tu veux pour l'écologie, mais il suffit peut-être simplement de changer notre façon de manger et de mieux comprendre ce qu'on mange pour que tout ça suive. Comment on change le monde en mieux mangeant? En fait, le fait de comprendre déjà ce que tu manges, d'arrêter de bouffer de la bouffe ultra transformée, là je vais dans des écoles où les gamins, et c'est pas une blague, ne savent pas si une carotte ça pousse sous terre ou sur un arbre. Voilà. On en est là. Tu Donc, les reconnectes un peu avec la nature quelque part. en fait, tu les reconnectes avec quelque chose d'assez naturel. Ils mangent 4 ou 5 fois par jour, autant savoir ce que tu manges. Ça donne quoi du coup quand ils se C'est reconnectent? génial. Qu'est-ce qui. C'est fantastique. Ouais. Ah mais c'est fantastique. Ah mais je veux dire, j'ai jamais vécu des trucs comme ça. Ah C'est ouais. que tu te retrouves- Ah mais non, mais j'ai jamais vécu des trucs comme ça. C'est que tu te retrouves avec des gamins qui ont jamais mangé de légumes. Il y en a qui en ont Ouais. jamais mangé, qui veulent pas en manger. Et là, il y a pas mieux en termes d'intelligence collective que la cuisine, quoi. Donc il y a tous ces gamins, j'ai l'impression d'avoir une brigade en cuisine Ouais. qui font leurs plats ensemble et qui s'éclatent et qui rentrent chez eux, qui sont fiers de ce qu'ils ont fait, qui montrent aux parents. Puis je me dis qu'avec un peu de chance, ça créera un peu moins de dépendance. On est dépendant de tout, on est dépendant de l'électricité, on est dépendant de l'eau. Je veux dire, si on nous coupe l'électricité et l'eau, en fait, on ne sait plus rien faire. Ouais. Et je vois même mes filles qui ont 13 et 10 ans aujourd'hui, bah, si je les mets sur une île, je pense qu'elles vont mourir en 2 jours. Voilà. Donc quand même, savoir se faire à manger, quoi. Ouais. C'est quand même dingue, on n'est pas capable et on n'apprend pas ça aux gosses. Bon, après, il y a plein de trucs qu'on n'apprend pas. Hein. Ouais.
Mais c'est la base. Si on se nourrit pas, on meurt. Bon, ben voilà. Je Ouais, préfère porter un projet comme ça plutôt que favoriser des projets industriels avec du Nutella, des conneries. Tu vois, on bouffe que de la merde toute la journée, c'est insupportable, quoi. T'as remis peut-être un peu plus de sens dans ton envie de transmettre, quoi. Alors, le truc qui est sûr, c'est que j'ai remis énormément de sens. Beaucoup moins d'argent, par contre. Et là, je me suis coupé de quelque chose, mais c'est pas très. Et d'ailleurs, je voulais même en faire pour être honnête, je voulais en faire un business au début, après avoir eu mon CAP de cuisine. Parce que j'ai repassé un CAP de cuisine. Je me suis dit, tiens, je vais monter des ateliers pour enfants. Et maintenant que je travaille dans les écoles, il est hors de question que je gagne ma vie sur un truc comme ça, si tu veux. C'est pas possible. C'est trop. Non. Enfin voilà, je veux bien gagner ma vie en formant par exemple des professeurs à faire ce que je fais, mais jamais sur le dos de parents. J'ai même pas envie d'entrer là-dedans. Voilà. La transmission totale. Ouais, parce que ça me paraît tellement dingue que ce soit pas en place. Bah voilà, je m'y colle et puis il y a plein de gens autour de nous fantastiques qui viennent nous aider. On n'est que des bénévoles. Voilà, donc c'est un projet qui est quand même incroyable. C'est absolument pas rémunérateur. Alors après, moi, j'ai pas non plus suffisamment bien gagné ma vie pour être entier aujourd'hui. Donc c'est une phase de vie. J'apprends plein de trucs. Donc je suis en phase de reconstruction, si tu veux. J'apprends plein de trucs. Et avec tout ça et tout ce que j'ai fait avant, bah, j'imagine, si ma bonne étoile me suit, que opportunité, culot, tout ce que tu veux, j'arriverai sur le truc d'après. Mais j'ai pas la vision là. Ok. Mais tu sais, moi je suis super content parce que on fait ce podcast pour rencontrer des gens inspirants. Et là, cette histoire qui finalement n'est pas du tout une histoire business, elle est aussi inspirante que les autres. Donc tu vois, écoute, tant mieux, tant mieux. C'est pas obligé d'être dans un truc. J'espère parce qu'il n'y a pas que le business dans la vie, quoi. En tout cas, on a hâte de voir un peu ce projet que tu connais pas encore, mais on mangera ensemble peut-être dans 12-18 mois. Et moi aussi, ça me fait on en parlera. Sans problème. Mathieu, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. On s'est régalé dans tous les sens. Très bonne pizza. Tant mieux, parfait. Tant mieux. Merci beaucoup. Très bon intervieweur. Est-ce que, avant de partir, tu pourrais répondre à nos 2 questions cultes qui sont est-ce que tu aurais un endroit où tu nous conseilles d'aller manger à Marseille et avec qui tu nous conseilles d'aller manger? D'ailleurs, ça peut être n'importe qui, n'importe où, mais qui est-ce que tu nous conseilles d'aller manger? Je vais être obligé de te conseiller d'aller dans ma cantine qui est. Alors je te dis ça, en ce moment ils sont en travaux, mais c'est pas grave. C'est le bar de la Relève. C'est mes super copains, et donc c'est vraiment l'endroit où je mange tout le temps. Sinon, à l'Abbaye, qui est juste à côté, mais c'est aussi à eux. Et avec qui aller manger pour faire une rencontre. Je vais rester quand même sur quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant des années et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Moti Limbu. Voilà, qui a monté une agence créative qui s'appelle Flirt. Ouais, tu vas parler en off. Ouais, et je pense que c'est une rencontre qui peut bien vous faire marrer. Trop bien. Ouais, parce que c'est un moment que je l'ai pas vu. Et tu vois que on s'est un peu perdu et tout ça, mais très très bon. Très cool. Bon. Je pense que tu vas te régaler si tu discutes avec lui. Génial. Tu vas beaucoup plus rire qu'avec moi. On s'est régalé dans tout le monde. Ah oui, c'était trop bien. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Trop bien.